Voici la recette d'une bonne histoire. Tout d'abord, il nous faudra au moins 2 personnages, dont un principal. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs autres personnages, dont des principaux. Pour ma recette, je vais garder un seul perso principal, mais mettre 3 secondaires. La sauce fera le décor de votre histoire. Et là, il y a le choix. Du pesto, de la sauce tomate, de la crème, de la mayo, au vin ou sans vin, anglaise, andalouse, algérienne, soja, satay, aigre douce. Bref, à vous de voir. L'essentiel, c'est que vos personnages soient dans la sauce. Pour les émotions, ajoutez les épices de votre choix. Plus il y en aura, plus votre audience aura les larmes aux yeux. Alors attention à ne pas tomber dans le mélodrame, sauf si vous aimez ça, et ajoutez-les bien en fin de cuisson, sinon leur saveur aura le temps de s'estomper. Ajoutez un peu de sel pour la magie. Plus vous en mettrez, plus la magie opérera. Mais attention, tout le monde n'a pas le même rapport au sel. Comme disait George R.R. Martin à propos de Harry Potter, c'est un ragoût bien trop salé. Mais encore une fois, c'est une question de goût. On fait revenir, on tourne et retourne, on caramélise, on touille, on assaisonne, on enfourne, on arrête les métaphores foireuses, et boum, on obtient une superbe histoire tout juste sortie du four. Attention, c'est chaud. Ouais, c'est marrant. Arrêtons l'humour au rabais et parlons de bouffe dans les histoires et d'histoires de bouffe. Et ce livre n'a aucun rapport avec cette vidéo. Un objectif. Qui pourrait représenter la quête de bouffe mieux que Pac-Man et ses pack-gommes? Le héros est une bouche affamée qui avance en avalant tout rond ses pixels. Et ça représente bien le concept même d'objectif dans une histoire, puisque le chemin à suivre est déterminé par les pack-gommes qui restent sur le tableau, avec en malus les fantômes qui tentent de nous arrêter. Et si Pac-Man aime manger, la bouffe qui l'impacte le plus, ce sont évidemment les fruits qui vont le faire passer de proie à prédateur. Et là encore, ça peut dire quelque chose sur les histoires. En suivant son objectif, un protagoniste peut naturellement surpasser ses adversaires. Pac-Man veut bouffer, et en bouffant, il devient bouffeur de fantômes. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB, les Riot Points, tout ça là, moi j'aime bien frère. Plus sérieusement, si la nourriture est un objectif, c'est surtout un objectif de niveau 1, c'est-à-dire que ça correspond au désir de survivre. Les niveaux de désir, j'en parle là. Pour rester dans le domaine du jeu vidéo, la nourriture comme objectif est donc une composante classique des jeux de survie. On peut citer Minecraft bien sûr, mais aussi Don't Starve ou le mode survie de Skyrim. Et là on ressent bien une mécanique des objectifs dans les histoires qui consiste à mettre en suspens un certain niveau d'objectif quand un autre objectif plus basique est en jeu. Par exemple, dans Minecraft, on ne va pas se lancer dans les profondeurs de la Terre pour vaincre le dragon si notre jauge de faim est au plus bas. De la même façon, dans Frostpunk, on ne peut pas gérer une population de 1000 personnes si on a à peine de quoi en nourrir la moitié. Et c'est pour ça que la nourriture peut aussi bien être un objectif qu'un piège. Parce que de toute manière, tous les objectifs peuvent devenir des pièges. Un personnage qui rêve de gloire peut tomber dans un piège, tout comme un personnage qui rêve de puissance. Il n'y a qu'à voir Saitama qui voulait devenir puissant, mais dont la puissance démesurée l'a condamné à ne plus ressentir l'excitation du combat face à des monstres devenus trop faibles pour lui. Et donc, la faim peut aussi être un piège. Déjà, trop manger est un piège. Mais restons dans le cadre des histoires, et en voilà 2 qui illustrent très bien l'idée. Déjà, Hansel et Gretel, qui ont la mauvaise idée de s'approcher de la maison de pain d'épices, qui était en fait un appât mis en place par une sorcière. Spicy meat. Yeah, boy. Ou pour citer une histoire plus ancienne, le héros Ulysse qui a parcouru les mers pour retourner chez lui. Sur l'île d'Aiaï, ou Ayaye, ou Ea. Bref, sur une île, l'équipage d'Ulysse ne résiste pas à l'appel d'un joli festin offert par une sorcière, encore, du nom de Circé. Et il s'avère que la boisson était empoisonnée, ce qui a transformé l'équipage en une troupe de cochons. Un peu comme Cusco qui est devenu un lama. Quoi? Un lama? Il devrait être mort! Ouais, c'est dingue. Préparation et récompense. Voilà la fonction de la bouffe que je préfère. On s'en fout, mais c'est dit. Dans un scénario, quand on parle de phase de préparation et de phase de récompense, c'est plus ou moins qu'on parle de rythme. Pour faire simple, imaginons que l'ultime scène d'action d'un scénario s'apprête à arriver. Le climax, d'une certaine manière. On peut alors avoir une scène de repas juste avant. Cette scène va avoir plusieurs intérêts. Déjà, pour les personnages, c'est la dernière occasion de faire le plein de nutriments. Parce qu'une scène d'action, ça fait dépenser beaucoup de kilocalories. De là à inventer un régime climax, il n'y a qu'un pas. Mais mieux encore, c'est qu'un repas rassemble les gens. Et qui dit rassemblement autour d'un repas dit occasion de discuter. Et donc de développer un peu plus les relations entre les personnages. Ou, si c'est vraiment la dernière scène d'action qui se prépare, l'occasion de faire le bilan de l'évolution des relations entre les personnages depuis le début de l'histoire. Ou encore,
l'occasion de régler les différends entre les héros pour qu'ils puissent enfin se battre avec toute la force de leur amitié. Dans tous les cas, c'est un moment assez calme avant la tempête. A l'inverse, après un gros effort des personnages, et je précise d'ailleurs que quand je parle d'effort ou même de scène d'action, il ne s'agit pas forcément d'une baston à la DBZ ou d'une course-poursuite à la Fast and Furious. Ces types-là sont pas humains. Mais parfois juste d'un conflit verbal ou psychologique ou autre. Bref, après un gros effort, on peut retourner à table. Le cas le plus évocateur pour moi, c'est le banquet à la fin de chaque histoire d'Astérix. Mais si dans Astérix, le banquet est juste une sorte de feu d'artifice, comme à la fin d'un week-end à Disneyland, un repas d'après-action peut avoir les mêmes buts qu'avant une scène d'action. Soit faire du développement de personnages, soit faire le bilan de ce qui vient de se passer, et si ça a été le cas, pourquoi pas se demander pourquoi les héros viennent de se prendre une chasse. Une fois de plus, dans tous les cas, on ralentit le rythme après la tempête. Par contre, la bouffe peut aussi bien être une préparation et une récompense en même temps. Dans l'animé Donjon et Glouton, adapté d'un manga du même nom, les repas sont à la fois une préparation à la suite du donjon et une récompense après un combat contre un ou plusieurs monstres. Mais en fait, la bouffe prend tellement d'importance qu'elle parasite l'avancée dans le donjon. Et ça serait un défaut si l'animé n'était pas comique. En fait, c'est justement le fait que les préparatifs et les récompenses deviennent l'objectif qui fait que la série est drôle. Les personnages attachent presque plus d'importance à l'élaboration d'une salade qu'à leur propre survie ou qu'au sauvetage de leur ami. En parlant de Donjon et Glouton, il y a autre chose d'assez amusant à propos de la nourriture. La chaîne alimentaire. Le manga, ou en tout cas l'animé, explique que chaque créature du donjon a sa place en tant que proie, que prédateur, ou les deux à tour de rôle. Et ça, c'est une idée toujours extrêmement utile quand il s'agit par exemple d'inventer un monde de fantasy. Les scénaristes n'ont qu'à se pencher sur la véritable biologie pour l'adapter à leur sauce. Et d'ailleurs, j'espère que la saison 2 continuera de développer ça. Après, je parle de repas comme préparation à une scène d'action, ou comme récompense après une scène d'action, mais comme il s'agit de rassembler des gens autour d'une bouffe, ça peut tout aussi bien être la scène d'action en elle-même. Ceux et celles d'entre vous qui ont regardé The Boys se souviendront sûrement de cette scène de forte tension entre tous ces personnages attablés. Enfin, toutes attablées, sauf celui qui a le contrôle de la situation, et qui prend presque le rôle de serveur. Il dirige le repas de la même façon qu'il dirige le conflit. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Bon, ben moi je m'en vais. Et cette scène de repas bien tendue est une bonne occasion de passer au prochain sujet. Manger des animaux. Il aurait été dommage d'oublier de parler de végétarisme ou de véganisme. Rassurez-vous, la chaîne s'appelle toujours les chantiers du scénario, et pas les chantiers de la politique ou les chantiers de l'écologie. Ou les chantiers de la moralisation, ou les chantiers de gastronomie. Ce qui m'intéresse, c'est que le fait de tuer des animaux pour les manger, c'est la source de nombreuses histoires. Et mieux encore, cette fois, ce n'est pas la bouffe qui est au service des histoires pour des questions de rythme, de contexte ou de symbolisme, mais ce sont les histoires qui se mettent au service d'un questionnement sur la bouffe. Et ça c'est du caviar, ça. Désolé. La première force des histoires quand il s'agit de parler de causes animales, c'est leur capacité à faire ressentir des émotions. Ok, un documentaire peut aussi jouer sur l'affect des spectateurs, mais ce qu'un documentaire ne peut pas faire, c'est choisir directement un animal comme héros pour qu'on vive avec lui ses joies et ses peines. Enfin, de toute façon, les documentaires font du storytelling, après tout. Là, c'est le moment de parler de Chicken Run, de Babe, le cochon devenu berger, et d'Okja, l'hippopotame, le tapir, le mammifère préhistorique, C'est peut-être même un alien. Bande de crétins baveurs. C'est un mammifère omnivore de l'ordre des ongulata. Une espèce insignifiante, uniquement destinée à servir de nourriture aux humains. Cet humble laidron sans main, grand amateur de bains de boue, est un cochon. Je me sens vraiment très mal à l'aise quand je vous entends discuter. Ces trois films sont bien différents, mais ils ont un propos en commun, l'exploitation animale. Et il y a déjà une échelle très importante qui sépare ces trois films. Babe étant un film pour enfants, il se garde d'être trop direct dans son approche. On n'y verra pas de cruauté animale vraiment hard, histoire de ne pas se transformer en distributeur à traumatisme. Même George Miller, le réalisateur des Mad Max, restera sage en faisant Babe 2. Enfin, plus ou moins sage. Chicken Run, lui, se place dans un entre-deux. Il se veut assez enfantin avec sa motion capture, et en même temps assez adulte avec ses tons sombres. Plus proche de Babe 2, donc. Mais comme tout est fait en pâte à modeler, on peut voir les poulets
se faire transformer en tarte au poulet sans qu'un enfant soit traumatisé à vie. Par contre, le film qui a l'approche la plus directe, c'est Okja, qui n'est cette fois pas du tout pour les enfants. Ou en tout cas, pas pour les plus jeunes enfants. Le déconseiller au moins de 13 ans n'est pas de trop. Il est même assez limite parfois. Et je préfère d'ailleurs ne pas le prouver à l'image. En tout cas, vous l'aurez compris, Okja a le mérite de prendre son sujet très au sérieux. Le film veut que les choses soient bien claires. La production de viande à la chaîne, c'est vraiment pas beau à voir. Mais c'est peut-être parce que le film prend son message à cœur qu'il en devient trop manichéen. Il fait partie de ces histoires pour lesquelles j'aime bien parler de subtilité d'un coup de pied dans la gueule. Ou, pour le coup, de coups de hachoir en travers du jarret. Le film se veut réaliste, et pourtant, on a trop de purs gentils d'un côté et de purs méchants de l'autre pour vraiment dépeindre la réalité sans que certains spectateurs ne cessent d'y croire. J'en fais partie. Le seul personnage que j'ai trouvé assez subtil, c'est le grand-père de Mija, la gamine qui s'occupe du cochon géant Okja. Le grand-père n'a rien contre l'idée d'envoyer un cochon à l'abattoir, même si le cochon a grandi comme une amie de sa petite fille. Mais ce n'est pas par pure méchanceté, c'est juste que pour lui, c'est tout à fait normal qu'un cochon finisse dans l'assiette. Le film aurait sûrement gagné à avoir plus de personnages nuancés comme lui, à la fois sympathiques et dans l'erreur. Mais ce n'est pas très juste que je m'attarde sur les défauts de ce film alors que je ne l'ai pas fait pour les autres. C'est juste que j'aurais aimé y voir aussi un questionnement sur les petits producteurs locaux, sur les exploitants des montagnes qui n'ont que 40 vaches, au lieu de voir une enfant taper des actions à la Vin Diesel et une méchante aussi méchante que Cruella. Ça me dérange moins dans des films pour enfants, justement. Tout cela étant dit, s'il y a bien un grand point commun entre Okja, Babe et Chicken Run, c'est qu'en passant par une histoire, ils peuvent utiliser un autre très puissant cheat code. Rendre les animaux un peu plus humains pour faciliter le lien avec le spectateur. Ou insister sur les points communs entre eux et nous autres humains. Déjà, on voit souvent les yeux très humains de Okja, encore plus proches des humains que ne le sont déjà les yeux des vrais cochons. Et on la rend encore plus humaine par sa façon de penser. Et Babe, lui, il parle, tout simplement. Pourquoi tu viens pas avec moi, Ficelle? Ce serait avec joie, Trésor, mais c'est toi qu'on a demandé. S'il te plaît. Arrête maintenant. Tu es un cochon audacieux, Babe. S'il te plaît. De temps en temps, dans ce monde incertain... S'il te plaît. Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons, au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Un espèce de petit enculé. Oh, et Chicken Run fait encore mieux. Les poules parlent, certes, mais en plus, elles marchent comme des humains, elles tricotent, elles portent des lunettes, des cannes, font des maths, ont des médailles de guerre, bref, la totale. Contexte d'une histoire. Il suffit parfois de voir ce que contient une assiette pour imaginer où on pourrait se situer dans le monde. De la même façon qu'on peut voir à quoi ressemble l'assiette ou s'il y a vraiment de quoi parler d'assiette. Résultat, la bouffe est un repère géographique simple et efficace. Et ensuite, si on voit des humains chasser le mammouth, c'est qu'on se trouve sans doute loin dans la préhistoire. S'ils mangent du raisin allongé sur des transats en intérieur, bienvenue dans l'Empire romain. S'ils se nourrissent essentiellement de pastilles vertes, matin, midi et soir, bienvenue dans le futur. Enfin, ce film de 1973 devait se passer en 2022, donc c'est plutôt le passé. Mais il se regarde encore bien si on imagine que ça sera en 2074. Bref, le résultat, c'est que la bouffe est aussi un repère temporel. Mais il n'est pas question que de temps et de lieu. Il est aussi question de repérer instantanément dans quelle classe sociale se trouvent les personnages. Johnny Lawrence carbure à la bière et à la malbouffe, alors que le roi Arthur s'avale un sanglier un repas sur deux. Le temps, on l'appelle bien le sanglier de Cornouailles. Mon oncle, j'ai fait un trait d'humour. Et du coup, on peut par exemple montrer l'évolution sociale d'un personnage en montrant les endroits où il mange. Peter Parker mange à la cantine de son université dans Spider-Man 1, parce qu'il est étudiant. Il passe au petit café de coin de rue dans Spider-Man 2, qu'il peut se payer avec son petit salaire, avant de se la jouer Playboy dans le pas si mauvais Spider-Man 3, où il se montre plus dur en affaires avec J. Jonah Jameson, du fait qu'il est le seul photographe à pouvoir choper de belles photos de lui-même en Spider-Man. Oui, j'aime dire que Spider-Man 3 a des qualités, parce que de toute manière, ses pires défauts, eux, ne seront jamais oubliés. Les classes sociales, c'est aussi l'un des deux thèmes principaux des deux films Charlie et la chocolaterie et du récent film Wonka. Le chocolat y est un produit inaccessible aux pauvres, que Willy Wonka veut quant à lui vendre au plus bas prix possible, à l'inverse des lobbyistes du chocolat. Ça, c'est dans Wonka. Dans Charlie et la chocolaterie, les choses sont plus ambiguës. Wonka fait maintenant du chocolat à la chaîne, et son idée de ticket d'or à trouver pour avoir le droit de visiter son usine rappelle les tirages au sort qu'on peut trouver sur les boîtes de céréales, de purée, etc.
Si on regarde les films à la suite, en partant du tout dernier, et donc dans l'ordre chronologique, on a l'impression que Wonka a oublié ses principes. Mais ce n'est qu'une impression, parce qu'en fait c'est plutôt que Wonka est devenu un homme cynique vis-à-vis des dérives de ses clients et de ses concurrents. En tout cas, je disais que l'argent est l'un des thèmes de ces films. Mais ce n'est que le thème de surface. Ce que veulent nous dire ces films, c'est certes que le chocolat est inaccessible aux pauvres. Seigneur, je crois que j'ai un peu vomi dans ma bouche. Ayez l'obligeance d'éviter de mentionner cette catégorie de personnes en ma présence. Ils ne supportent pas le mot pauvre. Navré, Félix. Les pauvres? Mais surtout que le chocolat dans tout ça représente les rêves innocents et inoffensifs. En fait, ce à quoi les pauvres auraient le moins accès, c'est au fait d'atteindre de nouveaux horizons, de rêver d'impossible. Et pas seulement pour les enfants, parce que le film Wonka nous montre des gens qui vont et viennent dans la rue comme des robots, et qui bientôt pourront rêver, en chemin, le temps d'un morceau de chocolat. Si on résume, en compilant les fonctions de marqueurs de temps, de lieu, de culture, de classe sociale que possède la bouffe dans une histoire, on se retrouve avec un outil potentiellement plus puissant qu'un panorama. Un art qui parle d'art. Bon, maintenant il y a un truc qui a mis beaucoup de temps à me venir en tête, parce que ça carbure pas forcément très vite là-dedans. On dirait pas que la magie du montage, mais que ce soit dans le cadre du cinéma, sur le petit écran, en littérature ou dans le jeu vidéo, quand l'un de ces médias parle de gastronomie, c'est tout simplement un art qui parle d'un autre art. C'est le titre de la partie en même temps. Et justement, j'ai aussi mis beaucoup de temps à décider à quel moment j'allais parler de Ratatouille. Et ben voilà. La différence entre le héros de Ratatouille, qui porterait joliment le prénom Ratatouille, la différence entre lui et les autres rats, au-delà du fait qu'il n'aime pas voler la nourriture, même quand il meurt de faim, c'est que notre héros est un artiste, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non! Non! Non, c'est épouvantable! Il est en train de gâcher la soupe! Il ne parle pas de repas complet en termes de nutriments ou quoi que ce soit du genre, ça il s'en fout. Lui, il veut que les goûts se marient dans la bouche, que les papilles gustatives assistent au grand final d'un superbe feu d'artifice. Ce n'est pas le genre à manger son fromage sans pain, c'est le genre à soigneusement choisir quelle poire ira avec son roquefort. Oui, ça se fait. Le genre à mettre du cumin avec ses pois chiches, du miel avec son chèvre, une pluie de spéculoos sur le mont Chantilly de son café viennois. Et je commence à avoir sérieusement la dalle avec ce sujet de vidéo. Il va pas falloir que ça traîne beaucoup, alors avançons, que je puisse ensuite aller me faire cuire un œuf. Mon oncle. La bouffe, c'est sacré. Et le gras, c'est la vie. Qu'est-ce qui n'a pas déjà été associé à la divinité dans les religions et les mythologies? En tout cas, pas à la nourriture. Le plus parlant, c'est les fruits. Petite liste. Le fruit défendu, qui peut être interprété comme étant une pomme le plus souvent, mais qui pourrait être une pêche ou une grenade, qui symbolise la connaissance à laquelle n'avaient pas le droit les humains et qui est donc aussi le symbole du péché originel. Les pommes d'or et les pommes d'Idun, qui sont aussi en or, les premières dans la mythologie grecque, symbole de discorde, les secondes chez les Scandinaves, symbole de jeunesse. Les pêches célestes de la mythologie chinoise, notamment avec Sun Wukong, qui en a mangé et qui est devenu immortel, et qu'on verra sans doute dans ce jeu. Et en dehors des fruits, il y a la corne d'abondance, l'hydromel, l'ambroisie. Bref, c'est sympa ce petit listing, mais on n'est pas là pour faire des courses dans le rayon mythologie du monde. Pourquoi certaines histoires ne se contentent pas de propriétés antioxydantes qu'on a parfois l'impression de trouver dans la moitié des trucs qu'on bouffe, qu'on le veuille ou pas? Pourquoi il faut qu'on trouve des trucs comme les Senzu de Dragon Ball, qui guérissent de n'importe quelle blessure? Bref, pourquoi donner des super pouvoirs à la bouffe? Dans le cas des Senzu, l'avantage, c'est que ce bon vieux Akira Toriyama pouvait se débarrasser des blessures de ses personnages quand il en avait besoin. Et à l'inverse, dès qu'il n'y avait plus de Senzu, il mettait un coup de pression au personnage et au lecteur. Un cheat code scénaristiquement pratique et totalement crédible. Et puis la bouffe étant inconsommable, elle a plus de valeur. Imaginez si l'anneau de Sauron avait plutôt été un beignet de calamar. Toujours magique le beignet bien sûr. Eh bien il y aurait eu encore plus de tension dans l'histoire. Parce que Sauron, on peut lui enlever l'anneau avec un petit coup de bol. Et Frodon peut renlever l'anneau quand il a fait l'erreur de le mettre. Mais quand on mange un beignet de calamar, c'est irréversible. Sauron serait resté tout puissant. Ou alors Frodon aurait été éternellement condamné. Les fruits du démon de One Piece. Parlons-en très vite fait. La particularité vraiment unique de ces fruits, c'est qu'ils existent tous en un seul exemplaire. Comme le beignet de calamar de Sauron. S'ils viennent d'un seul et même arbre, ce qui n'est vraiment pas sûr, ça veut dire que cet arbre est un grand créatif. En tout cas, c'est justement un truc efficace dans le manga. Si les fruits du démon avaient été des anneaux, l'histoire aurait été bien différente. Avec par exemple Nami qui aurait volé l'anneau de Luffy par avidité au début du manga, avant de le lui rendre au moment de comprendre que Luffy fait le bien avec,
Et donc que c'est important qu'il le garde. J'en aurais bien fait une fanfiction, mais je fais déjà assez de trucs qui ne me rapportent pas d'argent. Mise en scène. Partie 1. En 2009 est sorti un film d'animation que j'ai regardé depuis le temps un bon nombre de fois. Tempête de boulettes géantes. Ou en VO, Cloudy with a Chance of Meatballs. Soit un temps nuageux avec des risques de boulettes de viande. Et un peu de carbonara dans le sud. C'est l'histoire d'un jeune inventeur qui voudrait que son potentiel soit reconnu. Mais ses inventions sont toujours moquées. Il lui vient alors une idée basée sur le fait qu'il vit sur une petite île et... Attendez, il le dira mieux que moi. My dream was to help my hometown, a tiny island hidden under the A in Atlantic, called Swallow Falls. We were famous for sardines, until the day the Baby Brent Sardine Cannery closed for good, right after everyone in the world realized that sardines are super gross. It's called the Flintlockwood Diatonic Super Mutating Dynamic Food Replicator, or for short, the Flincivdifer. Flincivdifer. Partant de ça, notre jeune inventeur va faire l'erreur d'activer sa machine sans prendre garde à ce que le démarrage n'en fasse pas une fusée qui va rejoindre les nuages. Une scène d'action plus loin, puisque la machine convertit l'eau en nourriture, il va logiquement se mettre à pleuvoir de la bouffe. Bref, tout ça pour parler déjà d'un film que j'aime et que je ne peux que conseiller, mais aussi pour dire qu'une histoire peut combiner la bouffe avec les choses les plus improbables, comme la météorologie. Sans ça, le film aurait été basique à souhait. En somme, la bouffe, ça permet aussi de faire joli à l'image, ou sous forme de poème si on veut, et de mettre du piment dans une histoire. Et je pourrais bien parler de Tempête de boulettes géantes 2, mais ça ne ferait que reprendre d'autres choses que j'ai déjà dites, notamment à propos de Donjons et Gloutons, sauf qu'en fait, je vais quand même faire semblant d'en parler, tiens. Mise en scène, partie 2. Ils sont vivants. Tempête de boulettes géantes 2, c'est une occasion qui a été saisie pour mettre en scène de la nourriture vivante. Et si je ne vais pas parler plus que ça du film, ça serait quand même dommage de ne pas parler de nourriture vivante. Un tacodile royal. On n'a pas tous les jours l'occasion de parler de bouffe vivante, et encore moins d'en faire un bout de vidéo. Je pourrais me demander comment ma carrière a pu prendre une telle direction, mais je vais pas le faire. Bref, des histoires de nourriture vivante, ce n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Sans partir dans les trucs pas très connus, on a déjà Petit Biscuit, aujourd'hui bien connu avec Shrek. Vous êtes un monstre. J'ai faim. Je veux bouffer tes bébés. Petite mention à Sausage Party, qui en a surpris plus d'un en 2016. Si ça peut épargner au moins une famille de plus, je vous le dis tout de suite, ne montrez surtout pas ce film à vos enfants. Petit indice, le sous-titre du film c'est « La vie privée des aliments ». Non vraiment, si un enfant voit Okja et Sausage Party dans la même journée, j'ai pas de mots pour décrire le carnage. Il va falloir reprendre toute l'éducation de zéro. Oh, et il y a ça aussi avec des sushis vivants. Ah, et sans parler de bouffe vivante, j'ai oublié de parler de ça pour la gastronomie et la classe sociale. Puis il y avait ça aussi pour le rythme. Puis ça pour les pièges. Et puis il y a les fausses marques de bouffe dans le cinéma aussi. Et puis il y a les placements de produits aussi dans le cinéma. Dans les jeux vidéo aussi d'ailleurs. Hein. Les champignons bien sûr de Mario. Hein. J'avais oublié ça aussi. Ça c'était bien ça. Ça par contre c'était vraiment pas top. Il y a ça aussi. Putain, il y a de la bouffe partout en fait. Et puis ça aussi. Hein. De quoi je vais parler aussi hein, de la Madeleine de Proust. Bien sûr, la Madeleine de Proust. Ah, et puis bon appétit et abonnez-vous. Ah, et puis j'ai parlé de Zelda.